Bonjour à tous et bienvenue sur Actu du Net, votre rendez-vous incontournable avec le meilleur et parfois le pire que nous offre Internet. Abonnez-vous, installez-vous car ça commence maintenant. Nathalie Yaom, figure emblématique du panafricanisme et activiste farouche de lutte contre l'impérialisme, le néocolonialisme et toute autre forme de domination occidentale en Afrique, était très récemment au Burkina Faso pour l'inauguration du mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons assassinés en 1987. Invitée sur le plateau de plusieurs chaînes nationales burkinabées, notamment pour l'émission La Brèche du jour, elle s'est exprimée sans filtre. Elle nous parle de ses origines, de son combat, de sa vision pour une Afrique souveraine et bien sûr, elle aborde également des questions politiques brûlantes. Écoutons ensemble un extrait de son intervention. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre numéro de Sur la Brèche du jour, numéro qui reçoit Nathalie Yaom. Un visage et un nom qui ne sont plus à présenter. Sa prise de position sur les questions de souveraineté et de libération des pays africains des griffes de l'impérialisme ont fait d'elle la bête noire de plusieurs puissances mondiales. Nathalie Yaom séjourne actuellement au Burkina dans le cadre de l'inauguration du mausolée du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Bonsoir Nathalie Yaom, bienvenue. Merci. J'espère que le séjour se passe bien. Il se passe très bien, je suis toujours très contente d'être de retour à la maison. Alors, super. Vous êtes née d'un père camerounais et d'une mère suisse. Vous avez d'ailleurs passé une bonne partie de votre enfance en Suisse avant de rejoindre le Cameroun où vous y résidez actuellement. Et vous avez fait des études en sciences politiques et en journalisme. Est-ce un choix délibéré ou un concours de circonstances? Un peu des deux, je dirais. Alors, effectivement, je suis née en Suisse. À l'âge de 8 ans, on est allé s'installer au Cameroun. Et j'ai vécu au Cameroun jusqu'à mon bac, jusqu'à mes 17 ans et demi. Et c'est vrai que quand je quittais le Cameroun, j'avais obtenu une bourse de l'État camerounais pour aller étudier. Je voulais faire traduction, enfin interprétariat en réalité. J'allais pour passer le concours de l'école d'interprétariat de Genève. J'avais choisi ça parce que je me disais que je serais au courant de tous les secrets qui se passent, toutes les choses qui se disent et qui ne laissent pas de traces. Que si j'arrivais à infiltrer le système, je serais au courant de choses qu'on ne lit pas dans nos livres d'école, qu'on n'apprend pas dans nos programmes scolaires. Malheureusement, en concours de circonstances, le billet qu'on avait acheté mentionnait le départ depuis la ville de Douala. Et moi, j'étais à Yaoundé. Et donc, quand on est arrivé à l'aéroport de Yaoundé, il n'y avait pas d'avion. Je suis arrivée trop tard en Suisse pour le concours. Oui. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que j'attends une année pour le représenter l'année prochaine? Et je me suis dit, non, je vais faire du journalisme et de la science politique. Je vais aller le faire en Allemagne. Et puis, voilà, le truc a pris son envol. En tout cas, vous avez mis le moyen pour réussir dans ce secteur qui aboutit à une carrière bien remplie, bien riche, une carrière inspirante. Vous avez occupé des postes de responsabilité dans plusieurs pays, l'Allemagne, le Nigeria en Afrique, la Côte d'Ivoire. Et en tout cas, dites-nous plus sur cette carrière dont je le disais, très riche et très inspirante. Oui, alors j'ai étudié sciences politiques et communication. Quand je suis rentrée au Cameroun, quand j'avais décidé de rentrer au Cameroun, mon père m'a menacée. Il m'a dit, toi là, tu viens pas pour écrire des choses dans les journaux, parce que toi, tu vas finir en prison. Et nous, on connaît pas les grands types pour venir te sortir de prison. Engagé depuis ce Déjà, temps. Oui, depuis très jeune en réalité. Et donc, j'ai cherché plutôt dans la communication et j'ai d'abord commencé dans des agences de communication. Et ensuite, là aussi, concours de circonstances, je me disais, je vais créer ma propre société de mobilité internationale. J'allais faire une étude de faisabilité. Et dans un entretien avec le directeur de la société Maersk au Cameroun à l'époque, les conteneurs, là, les petites boîtes de shipping, quand j'ai fini de lui poser mes questions, il m'a dit, bon, moi je vous ai consacré du temps, est-ce que vous pouvez me consacrer 12 minutes de votre temps? Je me suis dit, celui-là, il est bizarre, hein, 12 minutes, pourquoi? En fait, c'était pour me faire passer un test de logique et un test psychométrique. Et pendant l'entretien, il a trouvé que je serais une DRH très intéressante. Je n'avais jamais étudié la RH. Je me voyais plutôt comme la syndicaliste qui va
qui va affronter le RH tous les 2 jours. Mais je me suis dit, c'est un challenge, je vais essayer. J'ai accepté et puis j'ai embrassé une carrière effectivement assez impressionnante au niveau des RH, d'abord chez Maersk, au Cameroun, en Guinée équatoriale, puis au Nigeria et après chez MTN en Afrique de l'Ouest et sur toute la région. Donc aujourd'hui, si on parle de vous, on va dire que vous êtes journaliste, communicatrice et gestionnaire des ressources humaines. Oui, tout à fait. De carrière, en fait, j'ai beaucoup plus travaillé dans les RH que dans la com, jusqu'à ce que je décide en 2015 d'entrer dans le combat de changement des mentalités africaines à plein temps. Voilà. En tout cas, vous êtes resté en Côte d'Ivoire, on le disait tantôt, vous avez servi dans ce pays jusqu'en 2019 et entre-temps, vous êtes conseillère exécutive de la mairie d'Azagui et là, on est sur le terrain de la politique. Oui, on a été sur le terrain. J'ai été la conseillère exécutive du professeur Mamadou Koulibaly lorsqu'il a créé son parti politique Leader à l'époque. Et donc, oui, j'ai pu contribuer à la naissance, au façonnement d'un parti politique dont beaucoup de gens se moquaient d'ailleurs à l'époque parce qu'on nous disait que nous, on est une université, on n'est pas un parti politique, parce qu'on mettait beaucoup l'accent sur la formation idéologique, sur le projet de société, etc. Et ensuite, le professeur est allé à la conquête de la mairie d'Azaguié et effectivement, il a réussi à la gagner malgré toutes les embûches du système pour l'en empêcher. Et donc, j'ai continué de le conseiller aussi dans cette fonction jusqu'à ce que je sois expulsée de Côte d'Ivoire. Mais justement, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez expulsée de ce pays? Il y a eu ce divorce avec les autorités de la Côte d'Ivoire. Une situation qui vous a conduit, en tout cas, à quitter Bilim et Manu Militaro, le pays. Oui. Avec le strict minimum, je précise. Tout à fait. J'avais rien sur moi. J'avais juste mon sac et mes habits. Quelles sont les raisons qui ont favorisé cette prise de position drastique? Je pense, bon, d'abord, j'ai jamais été vraiment en odeur de sainteté avec les autorités de Côte d'Ivoire, mais je crois que le déclenchement de cette radicalité, de cette outrance même dans l'action, est venu de mon passage au sommet Russie-Afrique de 2019, où j'avais été conviée à prendre la parole dans un panel, et j'ai dit quelque chose là-bas que je répète d'ailleurs depuis très longtemps. Je le répétais déjà quand j'étais en Côte d'Ivoire ou quand j'étais au Cameroun, mais je pense que le fait que ça se passe dans ce contexte-là avec les chefs d'État sur la scène internationale, ça n'a pas plu à tout le monde, notamment ni à Emmanuel Macron ni à Alassane Ouattara. Et donc, ils ont décidé de me faire partir de Côte d'Ivoire, ce qui était aussi, je pense, une façon d'essayer d'affaiblir le parti politique auquel j'appartenais et ce que je faisais sur le terrain. Et votre participation à cette rencontre de Russie vous a valu le surnom de la femme de Sochi, c'est ça? C'est ça, en fait. Jusque-là, j'étais plutôt la personne qui était dans l'ombre, et c'est le professeur Koulibaly qu'on connaissait. Et quand on est revenu de Sochi, alors c'est vrai qu'à Sochi, c'est à moi qu'on a demandé de parler. Et parce que ça faisait longtemps, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis née politiquement à Sochi, mais ça fait très très longtemps que je porte ce combat. Et donc c'est en cette qualité de combattante reconnue qu'on m'avait invitée à parler. Et quand on est rentré en Côte d'Ivoire, les gens me regardaient comme ça. C'est vous la dame de Sochi? Et ça m'est resté, voilà. Dans votre biographie, Nathalie Yam, il y a ce point qui retient également notre attention. Porte-parole de l'ancien président ghanéen Raoul Links, est-ce que ce lien avec vous a un rapport dans ce combat que vous menez pour la libération de l'Afrique? On sait que ce président a longtemps porté ce combat. Ah, tout à fait. Je pense que c'est même ce qui nous a unis. Il disait toujours... je vais faire ta campagne, il faut que tu sois candidate. J'ai dit, changeons d'abord les choses en Côte d'Ivoire et puis après on va voir pour moi. On a été unis et on s'est trouvés sur ce combat-là qu'il menait lui depuis très longtemps. Il incarne le changement réussi que je souhaite au Burkina, au pays de l'AES et à tous les pays africains. C'est-à-dire qu'il a réussi à prendre en main un pays et à faire changer les mentalités sur le long terme. Il l'a fait d'abord sans élection et ensuite, une fois que la taille critique du changement de mentalité était atteinte, il est passé à des élections, il a transmis le pouvoir, enfin il a
Il a transmis le pouvoir à quelqu'un qui n'était même pas de son parti politique. Et depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, ces textes qui ont été écrits sous sa houlette, c'est son fondement qui a maintenu la paix et la stabilité au Ghana. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir côtoyer ce héros pour moi, d'apprendre à ses côtés. Et de pouvoir aussi, comme il le disait parfois, l'inspirer dans ce qu'il voyait la suite du combat être incarné par moi et certains de mes camarades. En tout cas, si vous me le permettez, je vais dire que vous êtes devenue une panafricaniste, hors pair, bien adulée par la jeunesse africaine, mais craint à d'autres puissances, à d'autres niveaux. Alors, pourquoi est-ce que vous avez emprunté ce chemin-là de défendre la cause de l'Afrique? Vous parlez sans filtre, sans masque, on dirait même sans peur. Je pense que c'est l'Afrique qui m'a choisi. Je pense qu'on a des missions comme ça qu'on trouve. Certains d'entre nous la trouvent de leur vivant, d'autres pas. Mais j'ai toujours eu ça ancré en moi. Déjà depuis l'école, je suis quelqu'un qui est très sensible à l'injustice sociale, les choses comme ça. Je viens d'origine assez modeste et j'ai pu observer certaines choses. Et puis quand j'étais au lycée, je me rendais compte que ce que j'apprenais, j'étais beaucoup plus littéraire, histoire, géo que mathématiques. Oui. Mais quand je me regardais les cours d'histoire, de géographie, ce qu'on apprenait, c'était pas nécessairement ce que mes gens me racontaient à la maison ou dans le village. Et j'essayais de trouver pourquoi eux, ils racontent quelque chose que nous, on n'apprend pas. C'est comme s'il y avait du maquillage quelque part. Oui, il y avait un truc pas clair à l'époque. Et donc, je commençais à fouiller, je lisais beaucoup. Et plus j'apprenais, surtout de la transmission orale par les témoignages des gens qui ont vécu ces époques-là, plus j'avais un sentiment de révolte parce que je me rendais compte qu'en fait, ça n'avait pas changé, malgré tous les sacrifices faits. Et donc, vous savez, quand à un moment, vos ambitions et vos rêves pour l'Afrique sont tellement grands, ils annihilent la peur. À un moment donné, quand on s'engage dans ce combat, on sait que ça sera rude. Je ne pense pas qu'on peut se laisser guider par la peur. Après, il faut pas être naïf non plus. Il y a des dispositions à prendre, mais ma seule crainte, en réalité, c'était qu'il m'arrive quelque chose quand mon fils était encore jeune. Maintenant, c'est un homme. Il a 26 ans. Il peut se gérer. S'il m'arrive quelque chose, il saura continuer sa vie. Est-ce qu'il a emprunté le même chemin que vous, votre fils? Mon fils a, d'une certaine manière, parce que chacun a sa façon de faire le combat, c'est un énorme soutien pour moi. Les discussions que j'ai, quelqu'un qui est très, très futé, très intelligent et très rationnel, très pragmatique. Et il a choisi, pour l'instant, il est dans le monde corporate, comme moi j'ai commencé dans le monde corporate, il y est. Il subit les conséquences d'être le fils de Nathalie Yamb, parce que quand on google mon nom, ce qu'on trouve là-bas ne permet pas nécessairement d'avoir une carrière tranquille dans certains environnements, mais il l'assume totalement et il est très fier et contribue à sa manière à ce combat, oui. En tout cas, vous êtes fait beaucoup d'ennemis, et pas mal, pas de moindres, dans plusieurs milieux. Vos prises de position depuis la guerre de l'Ukraine n'ont pas plu à tout le monde. Alors, on vous taxe d'être à la solde des pays comme la Russie. Vous êtes déclaré persona non grata en France. Quelle explication vous donnez à tout ça? Je crois que c'est surtout dû à l'arrogance et au mépris que les gens ont envers les Africains. On se dit que nous, Africains, on n'a pas le droit de parler des choses des autres. Pourtant, tout le monde vient parler dans nos choses. Mais quand quelqu'un comme moi s'exprime sur une situation qui est mondiale, je veux dire, la guerre en Ukraine a eu des répercussions sur tous les pays du monde, avec les sanctions, avec même la façon dont les Africains ont été traités au déclenchement du conflit, quand on essayait de les empêcher de sortir d'Ukraine, etc., ce qui était très révoltant quand même. Mais on se dit, oh, mais les Africains, là, qu'est-ce qu'ils viennent parler dans les choses des autres, les choses des Occidentaux, ça les regarde pas. Eh bien, moi, je revendique le fait que l'on parle de tout. De la même façon que tout le monde se permet de parler chez nous
pour nous en notre place, moi aussi je me permets d'avoir des opinions et de les exprimer. Alors effectivement, à l'époque où la guerre a commencé, j'étais encore principalement en Occident, en Suisse, et donc c'était pas le fait de rappeler la vérité historique était vu comme quelque chose. Oui, mais tu soutiens la Russie, mais non, mais je soutiens l'histoire. L'histoire nous apprend des choses, les faits nous apprennent des choses. Maintenant, si vous essayez de les tourner, alors on dit, oui, mais elle a le même narratif que les Russes, mais j'ai le même narratif que tous ceux qui ont appris l'histoire. On nous a appris que c'est l'Union soviétique qui a gagné les guerres. Oui. C'est eux qui ont eu 27 millions de morts pendant ce truc-là. Et subitement, en 2022, on doit dire que non, mais c'est pas le cas. Bon, moi, je suis pas comme ça. Vous vous exprimez sans filtre, sans ambiguïté. Oui. Vous tirez à boulet rouge sur l'impérialisme, un narratif qui parle aux Africains. Alors, vous défendez dans vos combats la cause de l'Afrique, la souveraineté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous percevez des signes qui tendent à indiquer que le bout du tunnel est proche? En tout cas, je pense qu'on est dans le tunnel et qu'on avance. Et c'est la seule chose qu'on peut faire. On ne peut pas reculer. Et effectivement, je trouve que je suis bénie de pouvoir observer comment le combat prend de l'ampleur et qu'il y ait des gens, notamment ici au Burkina, au Mali et au Niger à côté, qui ont pris leurs responsabilités et qui concrétisent ce que nous prêchons depuis plus d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on se rend compte que les consciences s'éveillent grâce à Internet, grâce à la télévision. Ici, les messages se diffusent. Les gens commencent à construire un esprit critique. Et le fait d'avoir en responsabilité des gens qui sont patriotes et qui posent des mesures, qui sont en train de couper une à une les chaînes, les chaînes invisibles, qui nous retiennent dans un giron spoliateur. Pour moi, c'est une bénédiction. Je savais que je voulais apporter ma petite pierre au combat. Je ne savais pas que j'aurais la grâce de pouvoir être témoin et un peu partie prenante de ce changement colossal, faut le dire. Même si certains pensent que ça ne va pas vite, mais c'est colossal. Ce qui est en train de se faire depuis 2-3 ans, c'est majeur. Donc on a affaire à une jeunesse de plus en plus consciente des enjeux et des défis à relever. Mais en face, il y a l'autre côté. Est-ce que vous pensez qu'il y a des signes de crainte, de peur et que demain les choses vont changer en leur défaveur? Si nos adversaires en face étaient un peu plus futés, ils comprendraient que l'époque a changé. Eux, ils n'ont pas changé, mais les Africains ont changé et sont en phase de changement. Et qu'il faut donc maintenant cesser de nous voir comme leur possession et nous regarder comme d'éventuels partenaires qu'on respecte. On demande le respect de nos personnes en tant qu'humains, le respect de nos intérêts. Vous venez chez nous prendre nos ressources. Vous avez besoin de nos ressources. C'est très bien. Nous aussi, on a besoin de nos ressources. Vous prenez nos ressources pour aller développer nos pays. Nous nous disons, nous voulons garder d'abord nos ressources pour nous développer puisqu'il y a un gap entre vous et nous. Mais pour eux, c'est quelque chose de... Je pense que c'est le mépris, le racisme, l'arrogance qui fait ça. Ils n'ont pas de problème à aller négocier des tarifs, de payer les mêmes marchandises qu'ils viennent prendre chez nous. Au Kazakhstan, par exemple, quand le Niger a fermé l'uranium, Orano, et a arrêté de les livrer, ils sont allés au Kazakhstan et là-bas, ils payent l'uranium au prix du marché. Il ne leur est pas venu à l'esprit de dire, OK, j'ai exploité le truc au Niger depuis 30-40 ans. J'ai volé, j'ai pillé, j'ai pris à moindre coût. Je comprends que c'est fini maintenant. C'est avec eux que je vais discuter et je vais leur acheter donc dorénavant l'uranium au prix du marché. Ils ne l'envisagent pas parce que pour eux, c'est leur uranium. Et tout leur modèle de prospérité, de croissance est basé sur deux choses. La gratuité de nos ressources et la non-mise en concurrence sur nos marchés. Dès lors qu'on introduit ne serait-ce qu'un peu de concurrence, tout s'écroule pour eux et ça devient compliqué. Les Anglais ont été un peu plus futés. À un moment donné, ils ont compris que leurs anciennes colonies ne pouvaient plus rester colonies ad vitam aeternam mais devaient devenir des marchés, des clients, des partenaires. Et donc,
eux, ont mieux géré cette transition. Les Français, pour eux, sont encore chez eux, chez nous. On a longtemps dit, et on continue de le dire, que l'impérialisme use de stratagèmes pour continuer à piller nos États, pour maintenir ces États-là dans la dépendance. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils vont revenir avec d'autres stratégies, d'autres moyens voilés, pour justement continuer leur basse besogne? En fait, c'est toujours le même mode opératoire qu'ils ont. Ils le déroulent et ils l'ont déroulé à chacune des étapes. Quand il y a eu la première revendication post-colonie où les gens se disaient il faut qu'on se libère et on veut retrouver notre dignité, les gens ont demandé l'indépendance à l'époque. On demandait l'indépendance. Ils nous ont donné une indépendance factice et surtout ils ont créé des indépendantistes qui étaient compatibles avec la pérennisation du système. Alors, il y avait les indépendantistes purs et durs. Ceux-là, on les a attaqués, éliminés, décimés. Et puis, il y avait des indépendantistes faits maison qu'on a mis là pour diluer un peu le concept de l'indépendance. Et c'est ce qu'ils font à chaque fois. Ils l'ont répété 30 ans plus tard avec la démocratisation, la démocratie, après Mitterrand à la Baule. Alors, il y avait ceux qui, au bout de 30 ans, ont compris que l'indépendance était factice et qu'il fallait maintenant qu'on prenne notre liberté de nouveau. Et on a créé, là aussi, des pro-démocratie, mais compatibles avec le système france-africain. Donc, chaque fois, ils viennent et ils diluent nos messages en créant leurs marionnettes qui viennent un peu polluer le message et le combat. Et c'est ce qui est en train de se passer ici maintenant, 30 ans plus tard, avec le souverainisme. Il y a les panafricains. Les gens comme moi et comme certains de mes camarades ont dit, et même comme les dirigeants de l'AES, on nous décrit comme des extrémistes, des radicaux. Et puis on crée des panafricains modérés, courtois, avec qui on peut discuter. Mais c'est la courtoisie qui nous a amenés jusqu'ici. Aujourd'hui, je pense que le fait de leur parler d'égal à égal, ça les déstabilise, mais leur méthodologie est toujours la même. Le disque est rayé. Oui, le disque est rayé et puis ils infiltrent. Et ils ont aussi une arme qu'ils utilisent toujours qui est très dangereuse, c'est de monter les communautés les unes contre les autres, diviser pour régner. Parce qu'ils savent très bien que notre unité, c'est notre force et on sera imbattable. Donc ils utilisent la protection des minorités, un concept farfelu qui leur permet d'imposer des sanctions, de menacer, etc. J'espère que je travaille à ce que ceux qui adhèrent à cette façon de procéder des Occidentaux soient mis en minorité, qu'il y en ait de moins en moins. J'espère, et je profite d'ailleurs d'être ici et de discuter avec vous pour dire aux gens, vous n'êtes pas obligés de soutenir à 100% ce que le président Traoré, le président Tiani, le président Goïta font. Mais de grâce, n'allez pas vous mettre au service de ceux qui sont en train de les combattre. Si vous n'êtes pas d'accord, restez dans votre coin, exprimez-le, mais n'allez pas faire le jeu de l'ennemi parce que c'est nous tous qui allons perdre, c'est vos enfants qui vont perdre. Eux, ils prospèrent et nous, on reste ancrés dans la pauvreté, dans la misère, dans l'aide publique. Avec toutes les ressources qu'on a, on n'a pas besoin d'aide. On a besoin d'intelligence, de patriotisme, de rigueur et on rattrapera le retard très très rapidement. Alors on va dire que ce combat contre l'impérialisme a longtemps été porté par des prédécesseurs à l'image de Thomas Sankara, cette icône du panafricanisme africain. Il a été froidement assassiné en octobre 1987. On sait qui est derrière ça. Et toujours est-il qu'aujourd'hui, le Burkina a décidé de rendre hommage à ce personnage-là et de réhabiliter Thomas Sankara et ses 12 compagnons. On va dire que vous êtes là d'ailleurs pour la cause. Déjà, qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Bon, Thomas Sankara, c'est un esprit, c'est une idée, c'est une icône. Quand on regarde les fêtes, il a eu 4 ans pour faire quelque chose. Juste 4 ans. Et vous voyez que presque 40 ans plus tard, il est toujours là. C'est la référence. C'était quelqu'un de brillant. C'était quelqu'un de très simple. C'était quelqu'un qui, on n'en parle peut-être pas souvent, mais qui avait aussi la question de la femme.
la question de l'environnement, même de la femme. C'était des choses qu'il portait déjà à l'époque. C'est quelqu'un qui avait très vite compris comment fonctionnait le système. Les discours de Sankara de l'époque nous parlent déjà de la nécessité d'avoir notre souveraineté alimentaire. Ça nous parle de la nécessité d'être unis. Parce que quand il parlait du problème de la dette, il disait si j'y vais seul, je ne serai pas là à la prochaine réunion. Mais si on y va ensemble, on peut essayer de renverser et de casser les carcans de la dette. Malheureusement, il était en avance sur son temps. Il était isolé, comme beaucoup de gens qui sont en avance. Aujourd'hui, Sankara, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le capitaine Traoré, c'est le nouveau Sankara. Je pense que c'est la suite de Sankara. C'est pas sa réincarnation, mais c'est la suite. Thomas Sankara, c'est une icône mondiale parce que vous allez en Amérique du Sud, vous allez en Europe, vous allez en Amérique du Nord et pas seulement dans la diaspora. Les gens vous le citent, les gens le connaissent. Il incarne la dignité, la justice, il incarne le juste combat et il incarne aussi la violence du système impérialiste qui élimine les gens et qui continue d'ailleurs d'être violent parce que on nous a dit ici à Ouagadougou qu'on allait donner les archives, qu'on allait tout mettre sur la table. On a transmis les archives qui leur convenaient, mais il y a d'autres archives qui sont encore sous clé là-bas à l'Élysée qu'on ne donne pas. Donc, Thomas Sankara, si on doit donner l'incarnation de notre combat, c'est la figure qu'on cite en réalité. Donc, on va dire que son assassinat a brisé le rêve de toute une génération, de tout un peuple, de toutes ces personnes opprimées, de toutes ces personnes éprises de liberté. Ils ont pensé briser le rêve. Ils n'ont fait que le ralentir. Et il renaît aujourd'hui beaucoup plus fort, de façon beaucoup plus assumée. On ne peut pas briser la soif de la justice, la soif de la prospérité, la soif de la dignité, la soif de la liberté. Vous allez tuer tous ceux que vous voulez. Ils ont tué Sankara, ils ont tué Oumniobe, ils ont tué Lumumba, ils ont tué tellement de gens. Aujourd'hui, ils menacent des gens comme moi. Ils veulent continuer d'éliminer nos chefs d'État. Ici, là, c'est devenu, on dirait, un sport chez eux, là-bas, d'essayer d'éliminer. Mais vous ne pouvez pas, vous éliminer une personne. Il y a tellement de gens qui sont dans ce combat aujourd'hui qu'un autre va sortir. C'est fini. Ils ont perdu ce match, mais ils ne veulent pas l'admettre. Et ils jouent leur va-tout, comme on dit, c'est-à-dire ils ont les moyens financiers, ils ont les moyens logistiques, ils mettent tout dedans pour essayer d'empêcher quelque chose qui est pourtant inéluctable. Il faut savoir que ce sera rude, ce sera violent, ce ne sera pas facile, ça ne va pas aller très vite. Mais si on sait où on va, on est tous dans un combat, on va tous... Une personne ne peut pas être le combat. Une personne peut incarner un combat, mais le combat est porté par des millions de personnes, chacun à sa façon. Donc, mais comment vous appréciez cette initiative des autorités burkinabées de rendre hommage à ce personnage-là en érigeant un mausolée? Je suis ravie qu'on avance dans ce sujet parce que, comme je l'ai dit, j'étais au démarrage, quand le Comité international pour le mémorial Thomas Sankara a été créé. C'est le président Rawlings qui en était le président honoraire à l'époque. Et c'est un sujet, il a fallu batailler avec les autorités d'alors. Je veux quand même les remercier parce qu'ils nous ont donné à l'époque le site du Conseil de l'Entente. Déjà ça, c'était pour nous une grosse victoire de pouvoir utiliser ce site de la honte et d'en faire un mausolée, un espace qui racontera l'histoire, qui portera le combat. Donc ensuite il y a eu différents ministres, différents gouvernements, chaque fois des lenteurs, des freins, des obstacles, ça n'a pas avancé à la vitesse où on le souhaitait. Entre-temps, la cadence s'est beaucoup améliorée. Le CMTS a été reconnu d'utilité publique. On sent bien qu'aujourd'hui, de la tête de l'État jusqu'au peuple, il y a vraiment une grosse symbiose dans la compréhension de l'importance qu'il y a d'avoir ce genre de site dans un pays. Donc on va dire que c'est l'aboutissement d'un processus
d'un long processus. Oui, en fait, c'est une étape majeure parce que ce ne sera pas seulement le mausolée. L'espace est supposé avoir des bibliothèques, des salles d'archives. Donc, c'est vraiment, il y a le mausolée qui va rendre hommage au capitaine et aux 12 camarades qui ont été assassinés. Et puis, tout l'espace, il y aura du Wi-Fi. Les gens pourront, les jeunes, les moins jeunes pourront aller là-bas, discuter, faire des rencontres. Il y aura des bibliothèques. Donc, c'est tout un espace qui est là, et ça c'est une étape majeure qui est atteinte aujourd'hui, qui est un jour symbolique, puisque le 17 mai, c'est un 17 mai que Sankara a été arrêté à l'époque en 83. Dites-nous plus sur votre rapport à ce geste, à l'initiative d'ériger un mausolée en hommage à Thomas Sankara et à ses compagnons. Alors moi je me suis battue pour, je continue d'ailleurs. Je me rappelle qu'une fois même j'étais venue pour assister à un conseil de gouvernement pour essayer de faire avancer le dossier. Il y avait des blocages. Je pense que c'est essentiel. Vous savez, mon combat c'est le narratif. C'est de faire comprendre aux gens qu'on doit connaître notre histoire et on doit la transmettre. Il ne faut pas qu'on laisse aux autres le soin de nous dire qui nous sommes, comment nous sommes, pourquoi nous sommes. Et des figures comme Sankara sont des figures qui parlent à l'Afrique et au monde. Et c'est pour ça que quand on avait certains problèmes au sein du projet, parce que certains disaient non, nous on veut pas ci, on veut pas ça, on leur a dit mais Sankara ne vous appartient plus, il appartient à l'Afrique. Faut pas vous tromper, hein. il est né dans le quartier ici, mais il appartient à toute la maison. C'est très important de pouvoir, parce que comme je vous l'ai dit, il symbolise tellement de choses. Il symbolise nos aspirations et il symbolise la façon dont le système impérialiste traite ses aspirations légitimes, avec des assassinats, de la violence, des laquais locaux qui se font les marionnettes pour saper les aspirations de tout un peuple. Et ça, il faut qu'on puisse le montrer, l'incarner, le démontrer, le prouver et l'afficher et le revendiquer. Sankara, justement, a été assassiné grâce à la complicité, on va dire assassiné par ses frères. Oui. Et il y avait quelqu'un derrière le rideau, juste, on va parler de trahison. Pourquoi à chaque fois il n'y a que les Africains qui se trahissent entre frères, et justement pour stopper cet élan de souveraineté, pour briser cette envie d'aller vers la liberté? Est-ce qu'il n'y a pas de crainte aujourd'hui que cette pratique-là perdure? On sait qu'au Burkina et dans les autres pays de l'AIS, il y a des tentatives toujours de coup d'État et des velléités de déstabilisation de nos pays. Oui, bon, c'est leur art à l'extérieur, c'est diviser pour régner chez nous. Je pense que ça perdure parce qu'on ne sanctionne pas suffisamment la trahison. On parle de trahison, de haute trahison, on les utilise comme concept, mais je crois sincèrement qu'il faut que la trahison soit sanctionnée de façon sévère et rigoureuse, exemplaire, pour dissuader ceux qui seraient tentés de continuer à faire ça. Et je crois que parce qu'il y a une certaine impunité à chaque fois, il y a les traîtres, mais après on se pardonne et puis on nous dit non, réconciliation, etc. Et il n'y a jamais de conséquences lourdes pour ceux qui trahissent. Alors ça peut sembler très, très fort ce que je dis, mais je viens aussi de l'école de Jerry Rawlings. Et ceux qui connaissent l'histoire savent que Jerry Rawlings a été relativement brutal à l'époque, mais que ça a porté ses fruits. Je ne suis pas sûre qu'on puisse continuer de laisser les gens trahir sans que cela ait des conséquences lourdes, générales, sur eux et sur leur entourage. Il faut qu'ils puissent comprendre que trahir va avoir des conséquences sur ma famille, sur moi-même, et que la famille, même dans les familles, on commence à dire aux uns et aux autres, on peut ne pas être d'accord avec tout, mais il y a une chose, on est des frères ici. Ne laissons pas les gens de l'extérieur venir nous dire d'attaquer nos pays, nos frères, endeuiller des familles ici pour les intérêts des autres. Même si on n'est pas d'accord, on peut discuter, on peut débattre, mais devenir l'instrument par lequel tu vas affaiblir ton pays, endeuiller ton pays, vraiment honnêtement, c'est nous seuls qui sommes encore dans ce paradigme-là. C'est dommage. C'est navrant. Et je pense qu'il faut vraiment avoir une gestion très rigoureuse et très radicale de la trahison
pour que tout le monde comprenne que non. Il faut que l'idée de trahir soit moins attrayante que l'idée d'être patriote. À partir de là, je pense qu'on va changer. C'est pas en demandant poliment qu'on va y arriver, c'est en utilisant des moyens un peu plus rugueux, mais je pense que ça devrait aller. Et comment justement vous appréciez la dynamique actuelle des pays de la Confédération AES, le Burkina, le Mali, le Niger, qui se sont engagés sur le chemin de la libération et de la dignité, de la souveraineté? Pour moi, c'est une fierté ce qui est en train de se passer. C'est une fierté de voir et une bénédiction, je l'ai dit tout à l'heure, de voir qu'il y a des gens, il y a 3 pays en Afrique qui sont géographiquement voisins, ce qui est une force, parce que mener ce combat seul, c'est pas simple. Mais quand on met en commun les ressources humaines, militaires, géostratégiques des différents pays, ça devient quelque chose d'extrêmement costaud. Qu'unis, on est plus fort. Ah, absolument. Je veux dire, l'AES, c'est 72 millions de personnes, c'est plus de 2 millions et quelques de kilomètres carrés. C'est un espace vital. Et c'est très intéressant parce que les espaces qui n'ont pas accès à la mer étaient considérés comme des réserves par le colon et par les impérialistes. Ils voulaient d'abord finir de piller tout ce qu'il y avait sur la côte parce que c'est plus facile à évacuer et ensuite maintenant venir chercher vraiment dans les grandes largeurs tout ce qu'il y a au Sahel. Et le fait que ce soit des pays enclavés du Sahel qui soient maintenant vraiment les pays qui sont au devant de l'émancipation et de l'intégration africaine dont on nous attend parler mais qui n'a jamais été réellement concrétisée comme elle l'est aujourd'hui au sein de la Confédération AES, c'est une fierté et c'est un espoir. C'est la concrétisation de tellement de rêves. Alors c'est vrai, c'est pas fini, c'est violent. Il y aura même peut-être des choses qu'on va faire qui vont pas marcher et qu'il faudra recommencer. Mais au moins ce sera nos décisions, nos erreurs et nous corrigerons nous-mêmes. C'est comme ça qu'on devient mature, c'est comme ça qu'on grandit. Il ne faut pas se dire, oh, mais ça n'a pas marché, ils ont échoué, il faut qu'ils partent. Non. C'est un système de plusieurs dizaines, centaines d'années que nous sommes en train d'essayer de détricoter. Et je pense que vous, moi et tous ceux qui sont là aujourd'hui ont énormément de chance de pouvoir voir cela. C'est la première vraie intégration africaine des peuples qui est en train de se dérouler. Et justement, comment vous voyez l'avenir de la CEDEAO avec le départ de ces 3 pays de l'institution sous-régionale? Bon, la CEDEAO, pour moi, c'est un zombie, hein, c'est un walking dead, c'est une organisation qui n'a aucune raison d'être. C'est un instrument dans les mains du colon et des impérialistes. Ce que la CEDEAO a fait au pays de l'AES et notamment au Niger, à penser aller déclarer la guerre à un pays membre, pour moi, c'est quelque chose qui a acté l'acte de décès de la CEDEAO. C'est une organisation qu'il faut faire sauter, qui n'a d'ailleurs plus de raison d'être, puisqu'elle était, d'une part, c'était une organisation économique d'intégration. Elle s'est transformée en organisation politique et militaire de sanctions et de répression. Elle a failli sur toute la ligne. Pour moi, c'est un cadavre qui continue de marcher encore, mais qui va tomber dans quelques temps. On entend cependant des bribes d'informations qui font état de futures négociations pour ramener les pays de l'AES vers la CEDEAO. Le divorce est consommé parce que les principes, la vision, les objectifs, les moyens sont totalement différents. Eux, ils sont là pour servir ceux qui les financent, et l'AES est là pour servir les peuples. On ne peut pas... Il y aura forcément des relations. La CEDEAO n'est pas la seule organisation sous-régionale. Il y a plein d'organisations sous-régionales qui existent, une bonne dizaine, presque une vingtaine, le CENSAD, le Conseil de l'Entente, enfin il y en a plein. L'AES va interagir avec toutes ces organisations. Elle peut interagir avec la CEDEAO. Les pays qui composent l'AES peuvent avoir des relations bilatérales avec les pays qui sont membres de la CEDEAO, mais un retour de l'AES au sein de la CEDEAO, ils se blaguent eux-mêmes.
En tout cas, les 3 pays de l'AES ont adopté une posture qui dérange. Et les coups ont commencé depuis belle lurette. Oui. Et le dernier coup en date, c'est celui du militaire américain Langley qui a taxé les autorités burkinabè d'utiliser les ressources minières du pays à d'autres fins. Comment est-ce que vous avez apprécié sa déclaration? Bon, déjà, lui quoi dedans? Lui quoi dans cette affaire? Il n'est pas burkinabé, il n'est pas africain. Si le président du Burkina fait usage des ressources pour des fins qui semblent stratégiques pour eux, lui quoi dedans? Ça montre... en fait, ce qu'ils ont essayé de faire ici, c'est de justifier une intervention future. Alors, on pouvait en sourire, mais en même temps, c'est toujours comme ça qu'ils commencent. Et puis après, on a des déstabilisations, des assassinats, des choses qui arrivent. ils nous ont expliqué qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Et puis, un coup, on a retrouvé Saddam Hussein à l'état cadavre. Et quand ils parlent comme ça, c'est généralement, ils sont en train de préparer quelque chose. Il y a eu ce qui s'est passé avec Mohamed Kadhafi. Oui, tout à fait. Je vous dis, ils sont pas très créatifs dans leur façon de fonctionner. Ils utilisent toujours les mêmes scénarios. Moi, par contre, j'ai quand même trouvé quelque chose d'intéressant dans ce qu'il a dit. Il a quand même réussi à unir le monde et à ériger le capitaine Traoré en rockstar mondial. Il a les afro-descendants, des gens d'autres origines. On a eu des manifestations mondiales de soutien. Il a mis le Burkina Faso sur la carte du monde. Il y a des gens qui n'arrivaient même pas à prononcer le nom de Burkina Faso, mais qui se sont engagés dedans. Donc je dirais que c'est un boomerang, il a lancé quelque chose, ça lui est revenu en pleine figure. Et il a réussi à mobiliser tout le monde. Et ce qu'il a dit et la réaction des peuples a, je crois, établi très clairement que vous avez pu tuer et faire tuer Thomas Sankara. Mais si vous touchez à un poil d'un de nos patrons ici, de notre président ici, vous aurez des conséquences ici chez nous et chez vous là-bas. Il y aura des conséquences. On ne va pas attendre qu'une organisation sanctionne. On va se gérer one-to-one dans nos pays et même chez vous là-bas en Europe. Est-ce que justement vous avez vu venir cette mobilisation à travers le monde pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré à la suite de la sortie de Langley? Voilà, il y a eu des manifestations sur place au Burkina, c'était un monstre, c'était énorme. Il y a eu dans plusieurs autres pays à travers le continent. Est-ce que vous avez vu les choses venir à ce niveau? Alors au Burkina, ça ne m'a pas étonné. Au Burkina et dans l'AES. Mais le fait que ce soit partout, je dois avouer que j'ai été surprise et ravie. Parce que je me suis dit, ok, ça ne va plus se passer comme avant. Cette fois-ci, ça sera beaucoup. Et le message est bien passé chez eux, je pense. J'espère qu'ils ont compris, mais ça prouve que le Burkina et les pays frères portent le bon combat. Les gens se reconnaissent dans le combat qui est porté, dans la justice, dans la réparation de l'injustice qui est en train d'être mise en œuvre. Eux, ils disent au Sénat que le chef de l'État vole l'or pour se garder, et vous avez la population qui sort de partout pour soutenir le prétendu voleur. Ça, même ceux qui regardent depuis la marge en spectateur se sont interrogés en se disant, mais on dirait que ce qu'ils disent là-bas au Sénat, aux États-Unis, là, on dirait que c'est pas ça qui est la vraie chose. Donc c'était une très très belle action, et j'espère qu'elle sera dans la durée. C'est-à-dire que c'est une mobilisation, un engouement qui n'est pas juste une trend, mais qui reflète la compréhension profonde des enjeux de ce qui est en cours ici dans cette région. On a déjà évoqué la question de l'intégration africaine avec la création de l'AES. Est-ce que la Confédération donne espoir que cette intégration va s'agrandir pour toucher d'autres pays africains dans l'avenir? Je pense que ce serait idéal. Je pense qu'elle doit d'abord, cependant, évoluer de confédération à fédération même au sein de ce triptyque actuel. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui partagent une vision, des valeurs, une histoire et même les défis. Le terrorisme,
j'ai entendu que le Togo, le ministre des Affaires étrangères du Togo avait évoqué la possibilité que le Togo rejoigne l'AES. Bon, mais il faut d'abord consolider le triptyque qui est là, en faire une fédération. Les peuples se considèrent déjà comme un peuple, mais il y a encore des choses à ajuster au plan économique, au plan politique, etc. Et une fois que il y aura cette fédération et que ce sera solidement ancré, alors on pourra, je pense, s'ouvrir et regarder qui partage ces valeurs, qui a cette vision, qui a cette façon d'interagir sur le plan international, cette façon décomplexée, assumée d'interagir. Et là où il y aura des profils qui matchent, ben, pourquoi pas. L'essentiel, c'est qu'on devienne un continent. Ensemble, on est imbattable en tant que continent. Même en tant qu'AES, simplement les 3 pays, si on arrive à gérer la question du terrorisme, qui est sponsorisé toujours par les mêmes, si on arrive à les défaire ou tout au moins à réduire significativement leur impact, l'AES va être un des piliers énergétiques, économiques de l'Afrique. Les pays du Sahel ne seront plus des pays de transition pour les jeunes pour aller se chercher à l'étranger, mais ça va être la destination finale de tous ceux qui aspirent au bien-être et à la prospérité. En tout cas, le plus grand défi de ces pays de l'AES, c'est la lutte contre le terrorisme, l'insécurité. Comment justement vous appréciez ce phénomène qui perdure sur nos territoires et qui continue de décimer et de faire mal à la population? Ben c'est une arme de guerre. Je veux dire, les terroristes sont financés par les puissances extérieures. Quand vous voyez le matériel dont ils disposent, quand vous voyez les armes dont ils disposent, les moyens dont ils disposent, la façon dont ils sont même protégés par des États physiquement protégés, vous comprenez que vous êtes en guerre. Et je pense que c'est ce que les populations doivent vraiment intégrer. On est en guerre. C'est pas comme si non, le terrorisme c'est loin, c'est là. Je pense que depuis l'arrivée des 3 responsables au sein de l'AES, il y a eu des avancées significatives. Je crois que le fait de déclarer l'AES théâtre confédéral des opérations va nous faciliter certaines réponses, que la création d'une armée confédérale et peut-être le recrutement de soldats va nous permettre d'accroître la pression pour vraiment les chasser, les bouter hors de nos frontières. Mais je pense qu'il y a aussi la nécessité de communiquer sur ce qui se passe, parce que ceux d'en face sont très forts dans la désinformation, les fake news, etc. Et ça aussi, ça déstabilise les populations, ça inquiète, ça propage la peur. Et je pense qu'en termes de communication de guerre, il y a des choses à faire pour améliorer, des choses à améliorer sur ce terrain-là qui vont permettre non seulement de désamorcer les narratifs, mais aussi de calmer un peu les populations par rapport à ce qui se dit. Est-ce que vous avez une proposition concrète à nous faire à ce niveau précisément? Non, je pense que les responsables, les chefs d'État doivent admettre que la communication, c'est une arme de guerre. Et donc, elle a besoin de moyens. On met les moyens dans les armes physiques, dans l'acquisition de drones, de missiles, etc. C'est essentiel. Mais il est essentiel aussi de dégager des moyens significatifs pour permettre à la communication d'être l'instrument d'attaque et de défense qu'elle est. Les autres ne se gênent pas. Ils mettent des millions d'euros. Ils vont chercher des ambassadeurs, des généraux, ils phagocytent les réseaux sociaux, ils nous censurent sur des réseaux sociaux. Donc, il faut que nos États puissent comprendre que la communication a aussi besoin de moyens pour être efficace, pas seulement dans la défense et la réaction, mais dans l'attaque. Il faut que ce soit nous qui imprimions le tempo et que ce soit eux qui soient en train
de réagir. D'accord. Dans cette guerre de libération de nos territoires, les trois pays ont décidé de diversifier leur partenariat stratégique. Et vous savez que la Russie se positionne comme un partenaire stratégique aujourd'hui. Comment vous appréciez cette collaboration entre le pays de Vladimir Poutine et les pays de l'AES? Aujourd'hui, l'alliance avec la Russie est stratégique pour nos pays. On a de l'argent, on veut acheter des armes. On nous refuse de nous vendre. Nos partenaires, ceux qui étaient en charge depuis plus de 60 ans, soi-disant, de notre sécurité, nous ont laissé avec des armées qui étaient ridiculement équipées, qui n'avaient pas de munitions, qui n'avaient pas d'armes. Quand on est en guerre, si on n'a pas d'armes, on part perdant. La Russie nous permet d'acquérir des armes, d'acquérir du renseignement. Mais le but, c'est d'avoir des partenariats stratégiques avec tous ceux qui respectent nos principes. Si tu respectes nos principes, si on a une même façon de fonctionner, si on a des adversaires communs, on peut avoir, ça peut être la Russie, ça peut être d'autres pays. On essaye de nous complexer en disant, mais vous quittez un maître pour arriver chez un autre. Aujourd'hui, après tant d'années, j'ai du mal à discuter de ça parce que je dis aux gens, bon, à défaut, connais ton histoire. Je veux dire, l'Union soviétique n'a jamais colonisé un pays africain. La Russie était présente en 1884-1885 à Berlin, lors de la conférence de Berlin. Elle était là-bas, elle n'a pas choisi un seul morceau du continent africain pour elle. Les autres ont pris, se sont partagés le continent, elle n'a rien pris, ça ne l'intéressait pas. Dans les années d'indépendance, c'est la Russie qui a été l'Union soviétique qui a été aux côtés des mouvements indépendantistes qui les a soutenus. Quand les indépendances ont été acquises, elles ne sont pas venues s'installer en disant, bon, c'est nous qui vous avons aidé, on veut être là. C'est un partenariat stratégique. Les Russes ont leur point focal qui est plus vers l'Europe de l'Est, l'Asie, mais ils ont compris qu'on est dans le même challenge et aujourd'hui, pour eux, on est un partenaire stratégique. Pour nous, ils sont un partenaire stratégique. Il n'y a pas de monogamie dans cette affaire. Il peut y avoir de la bigamie, de la polygamie. Tous ceux qui respecteront nos positions, nos valeurs, nos principes et nos intérêts peuvent discuter avec nos États. Alors, vous avez sans doute suivi l'actualité sur le déplacement du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à Moscou pour la célébration du 80e anniversaire de la grande victoire russe contre le nazisme. Sous quel prisme avez-vous observé ce déplacement? Ah, mais j'étais très contente qu'il soit allé à Moscou, qu'il ait été invité et qu'il ait pu participer, parce que ça montre que le Burkina Faso et par extension l'AES, puisqu'il portait son uniforme et il y a le Faso et il y a l'AES de chaque côté, est reconnu comme non seulement historiquement comme représentant de pays qui ont participé à la guerre. Nous avons perdu des anciens dans cette guerre. Et ceux pour qui nous nous sommes battus nous ont exterminés par la suite. C'est-à-dire que nous, on s'est battus, nos soldats, on les appelait les tirailleurs sénégalais, mais ils venaient de toute l'Afrique. Ils sont allés, ils ont combattu les Allemands pour la France. Et au moment de la libération de la France, on nous a d'abord invisibilisés en public quand il y avait les parades de la victoire et on nous a renvoyés à ceux qui réclamaient leurs soldes là, on les a envoyés à Tiaroy, on les a massacrés là-bas. On fait comme si on n'avait pas eu de rôle à jouer dans cette guerre. Mais on a eu un rôle à jouer, un très grand rôle. Et je pense que l'invitation du capitaine Traoré, c'est la reconnaissance par la Russie qui a eu à payer, comme on l'a dit, le prix le plus fort sur cette guerre, du fait qu'il y avait aussi des Africains, ça nous honore. Et puis ce genre de manifestation, c'est des endroits de rendez-vous géopolitiques. C'est dans les couloirs, on discute, on rencontre d'autres présidents, des rapports se nouent, des contacts se nouent. On a vu le président Maduro venir rendre visite au président Traoré à l'ambassade du Faso. C'est pas seulement la cérémonie en tant que telle, c'est tout ce qui se passe autour qui est très intéressant. Alors Nathalie Yam, l'actualité toujours au sein de l'AES, c'est la suspension, aussi la suspension des activités des partis politiques au Mali. Est-ce que vous pensez que le timing est parfait? Je pense que ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt. En réalité, je le dis de façon d'autant plus décomplexée que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai contribué à créer un parti politique en Côte d'Ivoire en 2011.
Je crois que les partis politiques, c'est pas que je suis convaincue même que les partis politiques sont des instruments qui permettent la déstabilisation de nos pays. J'étais très satisfaite quand les partis ont été dissous, aussi bien au Mali qu'au Burkina qu'au Niger. Je pense qu'il y a eu un petit flottement, surtout au niveau du Mali, parce qu'à un moment donné, on a vu réapparaître la ligne élection dans le budget de l'année prochaine, enfin de cette année, et que ça a donné des idées aux partis politiques de se dire « Ah ben ça y est, on peut de nouveau se mettre là-dedans ». Je pense que quand on est en guerre, on n'a pas à avoir de partis politiques qui discutent. Il y a plein de pays sur cette terre qui n'ont pas de partis politiques et pourtant ça ne gêne personne. Je veux dire, Donald Trump vient d'aller en Arabie Saoudite, il n'y a pas de partis politiques là-bas. Et pourtant, c'est des pays qui prospèrent. Donc, les partis politiques sont nés dans le sillage du multipartisme où on nous a présenté la démocratie comme étant une finalité. Mais la démocratie, d'abord, ce n'est pas les élections. La démocratie, ce n'est pas les partis politiques, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et troisièmement, la démocratie, c'est un moyen. La finalité, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est l'enrichissement des populations, c'est la sécurité des pays. Il y a différents moyens d'y parvenir. On a essayé la démocratie et les partis politiques pendant 30 ans. On a vu là où ça nous a amené, dans le terrorisme, la déstabilisation, la pauvreté. On va chercher quelque chose d'autre. On va créer notre modèle. D'accord. Le combat pour la souveraineté, c'est aussi la monnaie AES. Est-ce que vous pensez que le sujet est toujours d'actualité? Oui, je sais qu'il est d'actualité. D'ailleurs, les chefs d'État le disent et le répètent. Simplement, quand on crée une monnaie, ce qui fait la force d'une monnaie, c'est la confiance. C'est la confiance que les gens ont en cette monnaie. Donc, il y a un contexte à mettre en place. Il y a des mesures à prendre. Il y a des pièges à anticiper, puisqu'on a déjà vu ça. On a vu ce qu'ils savent faire. Donc, je prends souvent l'image d'un iceberg. Le jour où la monnaie arrive, il y a 80% du travail qui a été fait en dessous. Le travail est en train de se faire, mais on ne lance pas une monnaie comme si c'était un chantier séparé. C'est un chantier qui s'inscrit dans un écosystème économique, politique et sécuritaire. Alors, on me signale que nous sommes presque à la fin de l'émission. Mais on va vous permettre de répondre, de réagir par rapport à 2-3 questions d'actualité internationale. À l'Élysée, par exemple, en France, et vous avez entendu parler de cette audience accordée par le président Macron au président par intérim de la Syrie, un homme au passé djihadiste. Quelle a été votre appréciation? Bon, le patron et son employé se sont rencontrés. C'est les Occidentaux qui financent le djihadisme. Le même Al-Jolani, on a vu Donald Trump faire une photo avec lui il y a trois jours là-bas en Arabie Saoudite. Bon, c'est leurs employés. Quand on dit que les terroristes sont les employés des Occidentaux, il y a des gens qui crient. Bon, maintenant, au moins ils revendiquent ça, ils s'affichent. Ce sont tous les deux des terroristes. Il y en a un qui paye, il y a l'autre qui fait le sale boulot. Et puis, voilà. J'espère que maintenant, on ne va plus contester ces assertions qui sont faites de notre part et de celles des dirigeants de l'AES depuis très longtemps. Et quelle a été votre lecture de cette tournée du président Trump dans des pays du Golfe? Oui, je dois avouer que j'ai vu une image de lui devant le drapeau saoudien sur un grand écran. Et le drapeau saoudien est vert comme le drapeau de l'AES. Et je me suis dit, ça peut être nos pays qui sont dans cette position de force où les pseudo-puissants de ce monde viennent et puis il y a des grands messes économiques, ils viennent avec les patrons, pas avec les militaires, avec les patrons, et puis les contrats se discutent, et puis ceux qui les reçoivent sont là dans leurs habits traditionnels, avec leurs babouches, et puis c'est eux qu'on vient courtiser, et l'intérêt des populations est respecté de part et d'autre. Moi, ça m'a encore plus souligné la nécessité d'agir vite, d'agir bien, d'agir intelligemment pour profiter du moment géopolitique qui est là et qui permet des ouvertures pour nos pays. J'ai vraiment eu l'ambition de voir un jour l'AES organiser un forum AES, je ne sais pas quoi d'autre,
où des gens viendraient de partout pour nous courtiser et qui produiraient des bénéfices pour nous d'abord et puis pour ceux qui viennent ensuite. Et c'est avec cette pensée qui nous fait un baume au cœur que nous refermons cette édition, ce numéro de Sur la Brèche. Merci Nathalie Yam de votre disponibilité à répondre à toutes nos questions. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion d'échanger avec vous et avec vos téléspectateurs. Voilà, Madame, Monsieur.